Donc, cet échange sera disponible en replay sur la chaîne YouTube des alumni, sur notre site internet, et on le fera passer aussi aux différents intervenants s'ils souhaitent le relayer au-delà de ce cercle. Alors, merci d'abord à tous d'être aussi nombreux avec nous ce soir. En notre nom, à Marine et moi, on s'excuse infiniment pour ceux qui auraient souhaité venir en physique et auprès de nos intervenants. On a eu un petit sujet Covid qui a fait qu'on n'a pas pu, on n'a pas souhaité maintenir en physique cette réunion. Mais ça va bien se passer. Vous êtes tous là, donc merci encore une fois. Alors, en exergue de cette conférence et avant de laisser la parole à Marine, je voulais vous rappeler une petite phrase qui avait été citée dans un post récemment par quelqu'un qui s'appelle Alexis Treille, que tu connais, Frédéric, je pense bien, et qu'il attribuait, je parle sous le contrôle de Quentin, au collectif dans une tribune que l'ONG avait publiée dans les Échos, et qui était la suivante: nos entreprises font certes partie du problème, mais elles sont aussi une partie de la solution. Et c'est dommage, on avait déjà trouvé un titre, sinon je m'étais dit que ça aurait très bien pu faire l'affaire pour cette conférence. Parce que par rapport au sujet du climat que vous connaissez tous bien, on voit deux choses. La première, c'est que la plupart des pays sont évidemment, et on le déplore, à la traîne par rapport aux engagements collectifs et respectifs qui sont les leurs. Et puis, deuxième point, on voit ensuite, si on regarde la contribution respective qu'ont les différents acteurs dans l'équation, pardon, on constate que les États ne sont pas nécessairement et de loin les plus réactifs, et que dans bien des cas, ce sont et les collectivités d'une part, on en parlait tout à l'heure, hein, et les entreprises qui sont à la manœuvre. Et avec en belle place parmi les drivers qui incitent ces dernières à bouger, évidemment, les collaborateurs. Alors, je laisse Marine introduire plus avant le sujet techniquement, si je puis dire, et puis présenter nos invités. Je vous souhaite à tous une très belle conférence. À tout à l'heure. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce sujet qui me tient à cœur. Ravi d'accueillir les autres intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, je rebondis effectivement sur le propos d'Anne-Béatrice sur le rôle effectivement des entreprises. On voit tous qu'elles elles sont à la manœuvre depuis de nombreuses années sur les sujets. Elles construisent et elles façonnent leur stratégie de développement et leur stratégie d'entreprise en prenant en compte effectivement les nouveaux enjeux de la transition écologique, et ce de manière accélérée, avec de plus en plus de pression et de contraintes leurs différentes parties prenantes, et à commencer effectivement dans leur politique RSE, à commencer par la partie prenante de leurs collaborateurs. Mais ce qui nous paraît aujourd'hui un peu nouveau, et ce qu'on a souhaité aujourd'hui observer, c'est que ces collaborateurs prennent à la fois leur part de voix, mais surtout leur part d'action. Et ils ont envie de s'engager au sein même de leur entreprise, dans leur métier, pour faire avancer les choses. Donc, la question, c'est voilà, comment faire avec ces nouvelles dynamiques, comment l'entreprise doit compter avec ces nouveaux acteurs. On a choisi un parti pris résolument d'observateurs, en croisant des regards à la fois des regards de l'entreprise, du monde corporel, du monde économique, des regards de l'intérieur avec ces mouvements, que j'appelle mouvements, mais qui sont de nature totalement diverse. On en a choisi deux, Alumni Force de Planète et le collectif. Et puis, un contre-champ plus large, celui de la chercheure, donc Sophie Dubuisson-Kellier, de la chercheure en sociologie des organisations, qui apportera aussi son regard sur ces mouvements et ces nouvelles dynamiques. Puisque, voilà, et pour mieux comprendre ensemble ce qui se joue, à la fois au niveau individuel des collaborateurs, au niveau de leur engagement, ce qui se joue au niveau du collectif, puisqu'ils sont souvent aussi maillés avec d'autres collaborateurs, parfois d'autres entreprises, ce qui se joue au niveau du collectif dans l'entreprise, avec la direction, avec les directions opérationnelles. Et bien sûr, ça interroge. Alors voilà, la question, c'est que vous avez pu l'observer parfois dans vos organisations.
vous avez pu aussi peut-être parfois passer à côté de ces nouvelles dynamiques. Et c'est ça qu'on voudrait observer ensemble, puisqu'elles interpellent aussi des questions très diverses de la stratégie d'entreprise, de la RSE, du sens au travail. Donc, est-ce que ces dynamiques sont marginales ou est-ce qu'elles ont un pouvoir d'agir? Voilà, donc on a souhaité croiser ces regards. Je vais présenter nos différents intervenants. Tout d'abord, Sophie Dubuisson-Kellier, qui est docteur en sociologie de l'École des Mines de Paris, directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du Centre de sociologie des organisations, donc de Sciences Po, un laboratoire commun avec le CNRS. Elle conduit aussi un programme de recherche en sociologie économique sur la fabrique sociale des comportements de consommation à partir du rôle de l'analyse des mouvements sociaux, des politiques publiques et des fonctionnements marchands. Donc, à la croisée de ces différents terrains. Elle est également membre du Haut Conseil pour le climat et présidente du Conseil scientifique de l'ADEME. Elle fait naturellement plusieurs publications scientifiques. Elle a publié en 2018 la seconde édition d'un ouvrage sur la consommation engagée. Et puis un article aussi récemment que j'aimerais souligner dans la Revue française de sociologie en 2020, qui s'intitule « Au-delà de la confrontation, saisir la diversité des interactions entre les mondes militants et économiques ». Donc voilà qui rejoint quelque peu notre propos, mais on en discutera tout à l'heure. Je souhaiterais aussi saluer la présence d'Alexandre Perra, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de partager cet échange aujourd'hui. Alexandre est directeur exécutif du groupe EDF, en charge de la direction innovation, responsabilité d'entreprise et stratégie. Il a rejoint EDF en 2014 comme directeur auprès du président-directeur général d'EDF, en charge de la coordination exécutive et des relations gouvernementales. Il a participé à la définition de la stratégie d'entreprise CAP 2030, mise en œuvre depuis 2015. Et il s'est impliqué sur les dossiers stratégiques de l'entreprise, notamment la stratégie d'EDF dans le domaine du stockage de l'électricité. Et il lançait aussi différentes actions et différents projets dont nous reparlerons peut-être tout à l'heure. En 2017, le projet Y, toujours en cours, qui est un dispositif visant à mobiliser les jeunes salariés de moins de 35 ans pour accélérer la transformation numérique d'EDF. Il est également sponsor de Parlons Énergie, une démarche d'intelligence collective favorisant le dialogue entre les salariés pour enrichir la stratégie de l'entreprise. Avant EDF, il avait rejoint Thales en 2017. Il est diplômé de Sciences Po en 2005 et titulaire d'une maîtrise de lettres modernes. Et il est membre des Franco-British Young Leaders, dont il a rejoint le programme en 2017. Merci beaucoup, Alexandre, de votre présence. Bonjour Frédéric, qui est membre cofondateur de Alumni for the Planet, donc une association que nous allons découvrir plus en détail, mais qui a été créée en 2020 pour aider les diplômés de l'enseignement supérieur, les alumni, à agir pour le climat et l'environnement dans leurs entreprises et leurs organisations. Frédéric est actuellement à la Banque mondiale, participe à des études et des projets pour renforcer la résilience des territoires et des communautés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il a travaillé dans les secteurs publics et privés à l'international, notamment dans le développement durable et le financement de projets. Et Frédéric est diplômé de l'École polytechnique et de l'École des ponts. Enfin, bienvenue Quentin, qui est co-initiateur des collectifs, donc l'autre mouvement qui nous fait l'amitié de participer à cet échange. Vous êtes porte-parole de l'association Les Collectifs, qui est un réseau de collectifs de salariés engagés pour transformer l'entreprise de l'intérieur. Les collectifs sont nés en 2021. Vous êtes chef de projet au Boston Consulting Group depuis 2014 et cofondateur en 2018 du collectif Go Green au sein du cabinet. Et vous êtes diplômé de l'École centrale Paris et de l'ESSEC. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre participation et on va peut-être engager dès maintenant la première séquence de notre échange pour effectivement pour découvrir qui sont ces mouvements, ce que j'ai appelé les mouvements citoyens dans l'entreprise, mais ce n'est pas anodin puisque ça réinterroge aussi l'engagement de chaque collaborateur et l'engagement citoyen au sein des entreprises. Donc, je vais demander à chacun, Frédéric et Quentin, peut-être de prendre quelques minutes simplement
tout de suite, pour brosser un petit peu la carte d'identité de votre mouvement, qu'on vous situe, les caractéristiques principales, quand est-ce que vous l'avez créé, et quels sont vos principaux leviers d'action, pour qu'on comprenne un petit peu vos différences et vos complémentarités. Frédéric? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Marine, merci aussi Anne-Béatrice. Donc, je suis cofondateur d'Alumni for the Planet, Frédéric de Dinchin, et c'est une association que nous avons créée il y a 18 mois maintenant, qui a pour but de créer un réseau de diplômés de l'enseignement supérieur qu'on appelle les alumni, pour qu'ils s'engagent et qu'ils agissent pour le climat et pour l'environnement. D'où le nom Alumni for the Planet. Et à la fin, vous verrez, notre objectif est effectivement aussi d'aller à l'international. Et notre objectif principal, c'est de mettre en action les collaborateurs dans les entreprises, mais également dans les organisations publiques, dans les collectivités locales, et que tout ça, ce soit en cohérence aussi avec leurs actions au niveau individuel. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les alumni, les diplômés d'enseignement supérieur? C'est parce qu'on pense que c'est une population qui est en position de responsabilité, qui a des leviers d'action, et donc leur action peut avoir un impact important et rapide. Et aujourd'hui, on est tous conscients de l'urgence d'agir et de l'urgence d'avoir un impact immédiat. Alors ensuite, comment est-ce qu'on souhaite accompagner ces alumni? De 3 façons. La première, c'est en les informant, donc c'est en mettant à disposition un certain nombre de ressources, en particulier à travers notre site internet que je partagerai avec vous. Le deuxième, c'est en les connectant, en les mettant en relation, aussi bien dans leur entreprise que dans leur ville ou leur collectivité, ou au niveau de leurs écoles ou universités. Et enfin, la troisième façon de les accompagner, c'est par des actions concrètes, et on y reviendra un peu plus tard dans le cadre de webinaires aujourd'hui, mais aussi d'ateliers de travail. Aujourd'hui, on a 4000 alumni qui nous ont rejoints, donc qui ont rejoint le réseau, et vous êtes les bienvenus pour rejoindre aussi le réseau. C'est simple, on rentre sur le site et on clique sur le premier bouton rejoindre le réseau des alumni for the Planet. Et on a 130 associations d'anciens élèves d'écoles et d'universités qui nous ont rejoints, et Sciences Po Alumni a été parmi les premiers. Merci. Et on a concrètement déjà réalisé un certain nombre d'actions. On a réalisé deux webinaires, comme l'a dit Anne-Béatrice au début. On est aussi soutenu par d'autres partenaires, en particulier le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, par le ministère de la Transition écologique. On a des partenaires privés, on a aussi des conférences, la conférence des grandes écoles, des présidents d'universités et l'ADEME. Voilà, je m'arrête là, Marine, parce que je pense qu'après, on discutera plus sur comment tout ça s'est passé et l'impact qu'on peut avoir. Tout à fait. Quentin, est-ce que tu peux brosser en quelques traits les caractéristiques des collectifs? Oui, bien sûr. Du coup, les collectifs, c'est le réseau des collectifs de salariés engagés pour transformer les entreprises de l'intérieur, donc faire la transition, accélérer la transition sociale et environnementale des entreprises par les salariés, les managers et les dirigeants qui sont au sein de ces entreprises. On a en fait l'association Les Collectifs est née de l'émergence un peu spontanée de ces collectifs de salariés qui sont des communautés de salariés qui à un moment se sont dit on fait partie de la même entreprise, on a ces convictions sur l'écologie et on ne sait pas forcément comment faire, et pour nous ça aurait du sens en fait que nos entreprises prennent plus en compte ces sujets-là. Et donc, il y a ces personnes qui ont créé des collectifs de salariés comme le moyen en fait d'agir au quotidien et d'agir pour s'aligner avec leurs propres convictions et aussi pour avoir un impact plus grand qu'eux-mêmes, parce qu'en fait, si on fait changer les collaborateurs de son entreprise et les produits et services de son entreprise, on a un impact en fait qui est vraiment décuplé. Et donc, on a vu cette émergence de collectifs arriver dans plusieurs entreprises. Et il y a 1 an, on a commencé à tisser des relations un peu plus sérieuses entre collectifs de salariés. Et on a vu qu'on avait ces convictions communes, on a vu qu'on avait ces expériences aussi partagées, cette nouvelle manière en fait d'engagement, de faire de l'engagement en entreprise. Et on s'est dit que ça valait le coup en fait d'essayer de faire travailler ensemble
de créer des relations entre ces collectifs de salariés. Et donc, on a créé les collectifs. La première action commune qu'on a faite, c'est la tribune que vous mentionniez, Marine, donc avec la phrase d'introduction, qui reflète en fait assez bien l'état d'esprit dans lequel on arrive à faire se mettre en mouvement les personnes des collectifs. C'est-à-dire que c'est à la fois, et c'est aussi l'état d'esprit, c'est aussi la manière, enfin, c'est aussi l'état de la société aujourd'hui. C'est à la fois le problème et c'est à la fois la solution. Et les personnes des collectifs ont vraiment cette espèce de dualité d'action en reconnaissant qu'on est encore loin du compte, mais qu'en fait, notre travail, notre engagement font aussi partie de la solution. Donc, Tribune, avec 27 collectifs de salariés, et depuis, on a connecté ou impulsé des dynamiques de collectifs dans plus de 200 entreprises. Ça représente plus de 10 000 salariés en fait, engagés. Et les modèles sont vraiment hétérogènes. Selon les collectifs, il n'y a pas de modèle type. Après, on voit que le type d'action, et après on pourra y revenir, hein, je vais faire assez rapidement, les types d'actions menées par les collectifs, c'est sensibiliser et faire monter en expertise le reste de l'organisation. C'est mener des actions sur la vie quotidienne de l'entreprise, ou c'est interpeller, travailler avec la direction d'entreprise sur la stratégie responsable de l'entreprise, parce qu'à la fin, c'est ça quand même c'est là le vrai sujet pour les entreprises, c'est comment créer des produits et services plus responsables. Je m'arrête là, je pourrais détailler un peu plus comment, au sein de l'association en centrale, on aide ces collectifs-là, mais voilà, Merci Quentin. C'est pour ça que les collectifs s'engagent. Merci Quentin. Peut-être une première question. Merci de cette présentation. Peut-être une première question sur la notion de l'engagement. Et peut-être chacun à travers votre cheminement personnel. Je trouve que c'est intéressant. Quand on discutait, vous qualifiez tous les deux d'activistes, hein, ce qui peut être un gros mot pour les entreprises et qui est un beau mot. Alors, vous vous considérez comme activiste et pas militant, parce que neutre et apolitique, mais activiste. Et vous avez chacun eu des intuitions et un cheminement personnel qui vous a conduit à cette prise de conscience et cette envie de faire bouger. Donc, est-ce que vous pourriez effectivement, en quelques mots, redire un petit peu la genèse, votre intuition, notamment les collectifs, qui est née contre toute attente en 2018, enfin voilà, bien avant le Covid. Voilà, votre genèse, vos intuitions, qu'est-ce qui a présidé à vos convictions profondes par rapport à ces mouvements, votre vision aussi de l'entreprise, et puis un peu peut-être vos rapports d'étonnement, vos surprises quand votre mouvement a démarré. Voilà, quels ont été vos étonnements? Oui, je peux commencer par ce qui m'a fait, moi, passer à l'action et après embrayer sur ce qu'on a vu dans les différents collectifs. En effet, quand moi j'ai créé mon collectif en 2018 au BCG, profondément, en fait, j'étais, maintenant on appelle ça l'éco-anxiété, mais j'étais dans une sorte de dépression écologique, c'est-à-dire ce moment où on se rend compte de la magnitude de tous les changements qu'il va falloir faire dans la société et on se dit vraiment, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Et personnellement, en fait, je me suis dit, je vais essayer, je vais essayer de faire quelque chose d'assez concret avec les personnes avec qui je passe une bonne partie de mes journées, qui sont les personnes, mes collègues. Et on a commencé par une newsletter, par essayer de réduire le plastique au bureau. Voilà, donc ça, c'était il y a 4 ans. Et vraiment, l'intuition derrière, c'est se dire, je ne sais pas comment faire, donc je vais commencer par faire quelque chose. Et par rapport à votre question, Marine, sur l'engagement, c'est mettre quelque chose en gage. Et finalement, l'intuition, c'est aussi de dire, je vais commencer par faire quelque chose et je gage que finalement, ça va avoir un impact. Et moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est que ça a changé ma vie personnellement pour tout un tas de choses. Et qu'en fait, quand on commence à faire quelque chose, l'engagement grandit. Et la première surprise en tant que personne qui crée un collectif, souvent, c'est de voir qu'il y a plein de gens dans l'entreprise qui avaient ces convictions-là, qui avaient ces questions-là, parfois cette espèce d'état de paralysie, et qu'on agrège très, très vite. Et en fait, ça permet très vite de mener des actions à plusieurs. Et pourquoi on s'appelle les collectifs? C'est parce qu'aussi, on a la conviction que c'est important de s'engager soi-même, mais finalement, en s'engageant à plusieurs, on peut avoir un impact qui est vraiment décuplé par rapport à l'impact qu'on peut avoir individuellement. Cette genèse, elle a été partagée par énormément de personnes qui ont lancé des collectifs. En fait, cette espèce de l'intuition, c'est je vais faire quelque chose, je vais me lancer, je vais aller écrire ce mail à ma direction, je vais aller voir mes collègues, je vais lancer une première action et ensuite, ça déroule. Ce qui est intéressant dans la conférence d'aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi ces mouvements ont émergé dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous, on a vu que les collectifs ont émergé de manière très spontanée
Et c'est parce que, en fait, au global, on a un énorme problème qui est qu'on n'a pas encore trouvé la solution d'un monde durable, d'un monde responsable, de réinventer le contrat social. Et donc, ça favorise l'émergence de ces mouvements spontanés. Nous, ce qu'on a vu côté des collectifs, c'est qu'il y avait une manière de faire la transition spécifique aux collectifs dans l'entreprise. Qui est, nous, on dit souvent, en fait, on est un pour-pouvoir, les salariés engagés sont un pour-pouvoir de la transition en entreprise et pas un contre-pouvoir. Et ça, c'est assez important parce que ça représente bien l'ADN d'engagement des collectifs, qui est de faire quelque chose, de proposer, qui est d'être assez positif, d'être constructif, d'essayer de rassembler et pas donner des leçons et pas yaka faucon, etc. Donc, c'est assez marquant et on pense que ça a valeur à essaimer, à être passé à plus grande échelle. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association. Et c'est cette parole aussi qu'on a envie de faire valoir et pour aider d'autres personnes à développer des collectifs et d'ailleurs aussi des dirigeants à s'appuyer sur leurs salariés les plus engagés au sein de leur entreprise pour accélérer la transition. Je vois qu'il y a plein de questions. Peut-être que je m'arrête là et je te laisse réagir, Marine. Oui, je vais passer la parole à Frédéric, qui a un autre, c'était aussi un autre cheminement personnel. Et puis peut-être, tu parlais, est-ce que c'est générationnel ou pas, les décideurs dans les entreprises, ou en tout cas les managers de l'entreprise. Comment tu souhaitais, comment c'est advenu chez toi? Et puis comment tu as vu émerger Alumni for the Planet, et avec quel bonheur, surprise, étonnement? Alors, c'était pendant le confinement, c'était en mai 2020. Et on a un chat de la promotion de mon école. Et quelqu'un a écrit, on a encore, je ne sais plus quoi, on parlait de la société, etc. Il y a quelqu'un qui a écrit, on a encore 10 ans pour en profiter. Et immédiatement, il y en a un autre qui a répondu, on a 10 ans pour agir. Et on est des cinquantenaires, hein, donc voilà. Et donc, on s'est dit à trois, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose qui tourne par rond. Et on s'est dit en même temps, il faut savoir parler aux gens qui vont nous écouter. Donc, il y a un paradoxe, c'est-à-dire il faut avancer, il faut bousculer, mais en même temps, il faut emmener tout le monde ensemble. Et c'est le plus difficile. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Quentin, c'est-à-dire que le pour et c'est pas le contre. Et ça, c'est important. Alors du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et on s'est dit, on va parler aux gens à qui on s'est parlé. On s'est dit, on va parler aux alumni. Et donc après, on a dit, on va travailler avec les associations d'alumni, on va travailler aussi avec tout l'écosystème qui existe, parce que de toute façon, j'allais dire, plus on sera nombreux, plus on sera efficace. C'est-à-dire, on ne peut pas se marcher sur les pieds. L'enjeu est tellement énorme et le nombre de tâches à réaliser sont tellement importantes et le nombre de personnes qu'il faut faire bouger sont tellement nombreuses pour qu'on puisse y arriver. On ne va pas revenir sur l'urgence, mais on en est ici, je pense, tous conscients qu'il faut faire des alliances. Et d'ailleurs, quand on a choisi nos parrains et nos marraines, on a fait attention à prendre des personnes qui sont des différentes, je dirais, différents écosystèmes. On a pris notre marraine qui est Valérie Masson-Delmotte, qui est une scientifique qui est reconnue, mais on a pris aussi Yann Arthus Bertrand, qui est un photographe. Donc là, on était plus dans la société civile. Et on a pris aussi Pascal Demurger, qui est le patron de la Maïf, qui est donc un entrepreneur engagé. Et c'était volontaire, c'est-à-dire que on voulait avoir des gens qui représentent différentes perspectives et différentes sensibilités. On a aussi pris un conseil scientifique avec une dizaine de scientifiques de haut niveau. Pourquoi? Parce que d'un côté, on peut se faire accuser de greenwashing, de l'autre de fake news. C'est-à-dire on a toujours cette discussion autour du changement climatique, des enjeux environnementaux, où il y en a qui disent vous en faites trop et d'autres qui disent vous en faites pas assez. Et donc, on s'est dit il faut une caution scientifique pour pouvoir avoir une assise qui est suffisamment solide pour après passer à l'action. Donc, créer des alliances, construire des ponts, encourager l'action collective, je crois que c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Notre ADN, il est en train de se construire aussi, donc qu'on veut vraiment avoir. L'autre chose qui est importante, c'est que ce qu'on veut, c'est encourager les gens à passer à l'action. Et on a monté depuis un an, c'est ce qu'on teste avec nos webinaires, on a des webinaires qui ne sont pas des conférences débats, qui sont des webinaires où on fait témoigner des personnes, et dont des personnes des collectifs, ou d'un collectif qui appartient au collectif, mais des personnes qui ont vraiment fait quelque chose dans leur entreprise, qui montrent qu'ils sont à la fois convaincus, mais aussi qu'ils sont capables de faire bouger les choses de l'intérieur. Ce n'est pas forcément des gens qui ont dans leur fiche de poste de travailler sur la RSE, pas forcément. C'est des gens qui, spontanément, se sont lancés et comme dit Quentin, on avance.
on avance et petit à petit, on fait avancer les choses. Et c'est ces gens-là qu'on fait témoigner dans nos webinaires. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut inspirer à l'action avec des témoignages qui sont poignants. Alors, on a ces webinaires et ensuite, on a des webinaires qui sont plus des webinaires d'intelligence collective où on accompagne un groupe plus réduit d'alumni. Et là, on leur dit quels sont vos projets, quels sont vos problèmes. On les met sur la table et on crée des petits groupes, des groupes de 4-5. Alors, c'est des webinaires où il y a 20-30 personnes. Et là, on les fait travailler sur leurs projets. Et l'impact, il est clair. On a accompagné, par exemple, une personne qui ensuite a lancé un webinaire dans un collectif dans une grande entreprise. Un autre qui a réussi à convaincre son directeur d'agence de faire un bilan carbone Scope 3. Et ensuite, ça a été étendu à l'entreprise et ça a été étendu ensuite à une très grande entreprise, donc sans donner des noms, mais c'est ça, et ça ruisselle, et ça, c'est comme ça qu'on souhaite fonctionner. On a eu aussi des gens qui ensuite ont dit, maintenant, moi, je voudrais reproduire vos webinaires de passage à l'action dans mon entreprise. Et comme ça diffuse. Et c'est ce qu'on souhaite faire. C'est la force des témoignages. Et je voudrais terminer juste en disant que l'écosystème est très important. On a aujourd'hui les collectifs, il y a Alumni for the Planet, il y en a beaucoup d'autres, il y a pour un réveil écologique, il y a des conventions, il y a plusieurs conventions qui sont en train d'être menées en ce moment sur le climat, avec des entreprises, il y a le Shift, on travaille beaucoup avec le Shift, il y a les entreprises, et c'est formidable qu'on ait un représentant d'EDF, parce que c'est les entreprises qui vont être un problème-solution, mais solution surtout. Et je pense que c'est ce travail en collectif avec ses spécificités qui va fonctionner. Voilà. Comme vous le voyez, je suis motivé pour des raisons personnelles aussi, mais la partie personnelle est importante, mais je pense que le travail collectif est le plus intéressant et ce n'est pas le plus facile. On n'est pas toujours d'accord, mais on pourra en parler ensuite. Peut-être, Quentin, tu peux éclairer aussi de ton expérience, de ce que tu observes de tes témoignages pour notre auditoire, concrètement, effectivement, la valeur ajoutée que tu as pu observer concrètement, des témoignages, des mises en action, des gestes, des postures qui ont montré que à la fois individuellement et collectivement, vous avez un impact pour les entreprises. Voilà, comme Frédéric l'a montré aussi, vraiment concrètement. Oui, alors déjà, le premier impact des collectifs, c'est l'impact concret des initiatives qui sont menées dans les entreprises. Et je vais prendre sur les 3 types d'actions menées par les collectifs, typiquement sensibilisation ou former ses collègues. Et il y a des personnes qui, plus que se former eux-mêmes à la fresque du climat, décident d'organiser des fresques du climat à plus ou moins grande échelle. Et Alexandre, je crois que vous pourrez témoigner de comment la fresque du climat est déployée chez EDF, mais de déployer à plus grande échelle les fresques du climat. Et ensuite, le parcours après la fresque du climat, qui est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'entreprise, maintenant qu'on a fait la fresque du climat. Ça peut être, là, on a un partenaire qui s'appelle 2 tonnes, qui est un atelier pour prendre son bilan carbone et ensuite pouvoir trouver des leviers. C'est pareil, c'est ce genre d'outils qui peuvent être passés directement à très grande échelle dans l'entreprise. Et ça, c'est un impact concret qui fait monter le niveau d'expertise et de connaissance de tout le monde très vite. Il y a des semaines Sustainability qui sont organisées. Au BCG, par exemple, on a eu la 3e semaine Sustainability à la fin de la semaine dernière, qui sont des programmes avec une quinzaine de conférences, d'ateliers, de formations qui vont toucher les 1000 collaborateurs. Encore une fois, très concret, ça s'est passé, ça a créé des liens entre les personnes et ça a fait monter le niveau d'expertise. Sur le volet vie quotidienne, alors, je peux pas non plus. Des fois, il y a cette espèce de critique des gobelets, etc. Mais à la fin, la vie quotidienne, c'est hyper important parce qu'en fait, ça permet de s'aligner soi-même avec ce qu'on défend. Ça permet d'explorer, de tester. Et parce que si toutes les entreprises aujourd'hui de France changent leur alimentation, quel est l'impact en fait sur, on parle avec la crise en Ukraine d'alimentation, de résilience alimentaire, si toutes les entreprises changent leur cantine, leurs sources d'approvisionnement, etc., ça a un impact colossal en fait, bien au-delà de la sphère de l'entreprise. Donc en fait, ces actions de mobilité, de vie quotidienne d'entreprise, elles sont très importantes au niveau culturel et au niveau aussi de l'impact global que ça provoque. Et enfin, le dernier impact, qui est sur l'évolution des produits et des services de l'entreprise. Là aussi, c'est colossal, des actions concrètes qui ont été faites. C'est des collectifs qui ont créé des textes pour faire des propositions ou interpeller leur direction. On a des collectifs qui se placent en tant que shadow comex ou sounding board de la direction, où en fait des liens, mais des fois très, très forts, en fait, sont tissés entre ces communautés de salariés engagés et les dirigeants d'entreprise pour faire des fois du ping-pong, pour lancer des initiatives plus formelles au niveau de l'entreprise, déjà sur des sujets qui sont des fois hyper stratégiques.
Donc voilà, il y a cette espèce de relation qui se crée. Aujourd'hui, nous, en tant que les collectifs, on a envie de développer, en fait, de développer le nombre de collectifs et le nombre d'actions qui sont faites et le nombre d'impacts. Et on a envie aussi de développer cette relation entre les dirigeants, les managers et les salariés parce qu'on pense que c'est très, très important. Enfin, il y a un vrai sujet autour de l'espace qui est créé pour que les salariés puissent s'exprimer et pour que les dirigeants puissent aussi déployer le potentiel de leurs salariés engagés. Donc ça, il y a un impact très fort. Et je fais très vite aussi, il y a un impact personnel sur le sens au quotidien. Et quand des dynamiques de collectifs sont accompagnées, on ne peut pas imaginer en fait l'impact sur les personnes qui s'engagent quand leur engagement peut se voir au quotidien ou quand en fait une action qui commence à lancer peut ensuite toucher des centaines ou des milliers de personnes. En fait, c'est énorme. Aujourd'hui, on a une paralysie sur les sujets de transition écologique et en fait, on peut vraiment la résoudre. Voilà, il y avait un témoignage d'un sponsor de collectif qui disait que ça réhumanisait l'entreprise. Aujourd'hui, quand on parle de greenwashing, on a l'impression que l'entreprise, en fait, l'entreprise, ce sont les gens, d'abord. Ce n'est pas une espèce de boîte froide qui fait des produits et des services. Moi, je suis toujours frappé et je m'arrêterai là-dessus, mais je suis frappé quand je parle des collectifs et d'engagement pour la transition des entreprises. La question qui me revient à chaque fois, c'est « mais est-ce qu'ils y croient ?» Et en fait, comme si c'était une sorte de système qui était en dehors du monde, alors qu'en fait, les entreprises, c'est nous. Les entreprises, c'est des gens. Et la question, c'est comment on change ce système avec les personnes qui la composent. Et c'est assez réjouissant. Et on essaye aussi de montrer cette manière de faire, en fait, qui est positive, qui est lucide, qui est ambitieuse, qui est difficile, mais qui est aussi, pour nous, une formidable aventure. Je voudrais rebondir, Marine, un tout petit point. Je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui, c'est de passer de l'inspiration à l'action. Et c'est cette partie qui est difficile. On le sait, parce que passer à l'action, c'est même mettre ses tripes sur la table. C'est le moment où on prendra des coups aussi. Et ça, c'est important. Nous, on a une expérience actuellement avec Orange où on a… Parce que quand les alumni s'engagent sur Alumni for the Planet, ils peuvent savoir s'ils sont de la même entreprise. On a regroupé les collaborateurs d'Orange et on les accompagne dans un espace sécurisé pour justement les faire avancer sur leur projet. Et on s'aperçoit que le plus dur, il y a des tas d'idées. Des idées, il y en a beaucoup et les gens sont convaincus du problème. Mais après, c'est de les mettre, de les transformer, c'est même plus que transformer l'essai, c'est de mettre l'essai. Et c'est là où je pense les collectifs, c'est là où Alumni for the Planet peuvent aider. Voilà, je m'arrêterai là. Non, mais merci, ça fait oui, vous êtes à la fois un accélérateur et puis un catalyseur avec une manière complètement innovante et différente de vous mobiliser et de mobiliser l'entreprise. Voilà, il faut vraiment que l'auditoire comprenne bien, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est vraiment des mouvements spontanés je reprends un mot de Quentin, qui est mis en avant par une éthique de l'action profonde. Donc, c'est ça qui est intéressant et vous voyez cet effet d'essaimage. Frédéric nous fait la transition effectivement pour passer à notre séquence effectivement avec Alexandre qui représente la direction en tant que dirigeant d'EDF. J'aime bien, Quentin, quand tu évoques le fait qu'effectivement, ça redonne aussi une image de l'entreprise où il y a un pouvoir d'agir et c'est un organisme vivant avec des personnes individuelles et qui nouent des dynamiques pour la performance et le développement de l'entreprise. Donc, Alexandre, effectivement, c'est intéressant d'avoir votre éclairage pour voir à votre niveau. La première question, comment vous avez vu émerger ces différentes dynamiques? C'est peut-être venu d'une personne, c'est peut-être venu d'un collectif, c'est peut-être venu d'un endroit où vous ne vous attendez pas. Comment vous avez observé ce qui est advenu et comment voilà, quelle était votre posture à partir de ça? Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous et j'ai été vraiment très, très attentif aux propos de Quentin et de Frédéric et je vais m'appuyer sur ce qu'ils ont dit parce que finalement, en les écoutant, j'ai compris beaucoup de choses de pourquoi ça prenait bien chez EDF et finalement pourquoi ils avaient réussi à assez facilement embarquer la direction, parce que ça s'est passé un peu dans ce sens-là. D'abord, le mot spontané a été évoqué et c'est vrai que ce sont des initiatives spontanées, pas pour autant, qui
qui peuvent s'organiser et qui s'organisent, mais qui sont au départ spontanés et qui peuvent venir de toutes parts. D'abord, peut-être une petite spécificité, il me semble, d'EDF, mais finalement, depuis 7 ans que je suis dans cette entreprise, j'ai peut-être perdu un peu de vue les autres entreprises, mais EDF est une entreprise de personnes qui sont très engagées. Il y a un niveau d'engagement politique supérieur à la moyenne chez EDF. Il y a un niveau d'engagement associatif supérieur à la moyenne des entreprises françaises chez EDF. Et il n'est pas tout à fait étonnant qu'il y ait un niveau d'engagement sur les questions de transition énergétique supérieur. Et c'est encore moins étonnant que notre cœur de métier, finalement, c'est précisément, et de plus en plus, ces questions climatiques. Donc, c'est sur ce terreau, je dirais, que les initiatives chez EDF se sont matérialisées. Et finalement, je vais en prendre 3. La première, dans l'ordre, c'était un mail que j'ai reçu il y a maintenant 6 ans d'un jeune qui me disait finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un Shadow Comex chez EDF? Quentin a fait référence à cela. Moi, je trouvais que ce n'était pas très intéressant de demander à des jeunes de réfléchir sur les dossiers du Comex qui ne sont pas toujours les plus structurants pour l'entreprise. C'est des dossiers sur lesquels il faut décider, mais ce n'est pas au COMEX que tout se passe, en tout cas dans les séances du COMEX. Et je me suis dit, demandons à des jeunes de moins de 35 ans, effectivement, de nous aider, de nous ébouriffer avec ce qu'ils savent faire de mieux. Et probablement, c'est nous apporter une vision du monde, de nos process, de la société, de l'entreprise, qui est plus numérique que celle qu'ont les personnes qui sont aux manettes de l'entreprise. Et donc, on a fondé ce groupe Y, qui était la constitution finalement d'un collectif autour d'une initiative spontanée. Alors, il se trouve que c'est la direction qui a pris les choses en main, qui a lancé un mode de recrutement, qui bypassait les lignes de management, où on est allé chercher vraiment des gens intéressés par la chose numérique et capables d'avoir un franc-parler pour chanter d'une certaine manière les lignes hiérarchiques et parler directement au président pour lui dire ça ne va pas, on ne va pas dans le bon sens. Premier exemple. Deuxième exemple, eh bien, les collectifs, en l'occurrence le collectif du Rhizome, qui est un gros collectif. Je crois qu'ils agrègent aujourd'hui 500 personnes dans l'entreprise. Et pour le coup, moi, j'en ai découvert l'existence complètement par hasard. C'est remonté à mes oreilles par la direction du développement durable, je pense, en me disant, il y a le Rhizome, je ne savais pas très bien ce que c'était, on m'a expliqué. Et puis, le coup était déjà parti. Et puis, on s'est rencontrés pour apprendre à se connaître. Et je leur ai dit comment je pouvais les aider et ce que je n'allais pas faire, en revanche, pour eux, parce que je pense que la spontanéité est extrêmement importante. Et puis, une troisième initiative, c'est Alumni for the Planet. Alors, Alumni for the Planet, là, c'est arrivé d'une autre manière. J'ai un jour reçu un email, et je comprends mieux maintenant quand j'ai entendu Frédéric expliquer l'émergence de Alumni for the Planet, comment c'est arrivé. J'ai reçu un email de mon président qui me disait, j'ai reçu cette invitation, qu'est-ce que vous en pensez? Autant vous dire que je me dis encore une initiative, il va falloir pledger pour un truc, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai regardé ça d'un œil un peu distant dans un premier temps, et puis j'ai trouvé très vite que c'était intéressant. Et surtout, tu me corrigeras, Frédéric, mais il me semble que la spécificité d'Alumni, c'est que vous demandez aux membres qui s'engagent, en l'occurrence à mon président, puisque c'est lui qui m'a envoyé cet email, et je le remercie, de faire le bilan régulièrement de leur action individuelle pour la planète. Et donc, je me suis fait un plaisir de lui renvoyer un mail en lui disant « Ok, mais vous ferez le bilan, parce que c'est bien de pledger, c'est bien de s'inscrire, c'est bien, etc. Mais c'est bien aussi de revenir et de faire le bilan. » Donc voilà, c'est quelque chose de très, très spontané. Moi, j'ai quand même, depuis 15 ans que je suis dans l'entreprise, dans les entreprises, j'ai vu un grand changement. Sur la population interne de l'entreprise, on vient d'un monde où finalement, il fallait être corporate. On voulait que les gens aient un esprit corporate. Alors, on fait des séminaires d'animation, on fait des grandes conventions, on fait des icebreakers, on fait de la communication interne pour embarquer les gens. Voilà. Et là, c'est l'inverse, en fait. C'est les salariés qui croient
j'allais dire enfin, mais surtout pas, qui croient à l'action d'entreprise, qui disent bah, on y va et vous pouvez compter sur nous. Alors, forcément, ça bouscule un peu, mais c'est quelque chose de très différent. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Quentin. On ne peut pas demander aux gens de s'engager, de se sentir embarqués dans l'entreprise, ce qui peut produire un vrai sentiment d'anxiété chez certains quand on est sur les questions qui sont celles au cœur de la raison d'être d'EDF, la construction de cet avenir énergétique neutre en carbone, et leur demander de rester à leur place, dans leur case, et laissez-nous faire, on a les politiques, on déploie les produits, contentez-vous de faire votre job. Non, forcément, il faut s'ouvrir. Et moi, je trouve que les collectifs, c'est une manière finalement de faire ce qu'on a fait avec tous les autres. Avec les startups, on a fait des écosystèmes, on s'ouvre aux startups, on fait des partenariats avec d'autres grandes entreprises, on travaille avec des ONG, on est capable finalement de travailler avec tout le monde. Et bien, les collectifs, c'est une manière de s'ouvrir de l'intérieur à ces salariés pour les entendre, pour ce qu'ils ont à dire, qui dépasse leur rôle dans lequel on a tendance à les assigner dans l'entreprise. Merci Alexandre. Et peut-être pour poursuivre un petit peu, étayer un petit peu sur comment ils vous ont bousculé, un peu, effectivement, on sent qu'il y a un petit rôle de poil à gratter. Vous avez su à EDF, effectivement, voilà, prendre le mouvement comme au judo, être partenaire. Et comment ça s'articule avec votre politique officielle, RSE, stratégie d'entreprise, et comment surtout, vous aviez évoqué peut-être un petit mot sur une initiative qui est née aussi de votre compagnonnage avec ces mouvements, qui est le Icemaker, où j'ai eu l'impression qu'ils vous ont amené un cran plus loin dans votre posture. Donc jusqu'où ça vous mène dans l'aspect coopération, y compris, et c'est là la dimension un peu inter-entreprise, enfin d'ouverture même. Voilà. D'abord, cette dimension d'ouverture, elle est très, très importante. Concrètement, on sait où commencent les collectifs, on ne sait pas très bien où ils terminent. Moi, je vois vraiment grandir dans l'entreprise, ce qui pose d'ailleurs des questions sur la nature de l'entreprise. Je vois grandir l'idée que une entreprise ne peut pas être que dans la compétition. Elle doit être aussi dans la co-construction. Dans le domaine de l'énergie, qui est un domaine en concurrence, les salariés croient dans leur entreprise, mais ils ont envie qu'on construise avec les entreprises aussi. Et tout simplement parce que je pense que dans ces groupes, ils rencontrent des salariés d'autres entreprises qui parlent la même langue qu'eux. Et à la fin... Et donc, moi, j'ai eu des discussions avec certains où j'essayais d'expliquer qu'il fallait que la RSE, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, devienne un vrai facteur de compétitivité de l'entreprise et d'EDF, et qui nous permet de nous différencier techniquement, commercialement, stratégiquement. Et j'avais évidemment cette idée que c'était pour faire mieux et mieux que les autres. Et là, j'ai eu un pushback, pour le coup, des collectifs en disant « Ouais, très bien, mais enfin, commençons déjà par faire ensemble et ce sera très bien. » Donc, cette idée d'ouverture, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Effectivement, l'existence même de ces réseaux bouscule, parce que d'abord, ça veut dire qu'il y a quelque part dans l'entreprise, et on parle du réseau, mais il y en a beaucoup dans l'entreprise, il y a une trentaine de réseaux chez EDF, pas tous aussi importants et pas tous axés sur les problématiques du rhizome du collectif. Mais ça veut dire qu'il y a déjà une force vive dans l'entreprise qui est à l'écoute de ce qu'on fait. Et que quand on va commencer à parler de raison d'être, comme on l'a fait, quand on commence à prendre des engagements, à dire qu'on va construire un avenir énergétique neutre en carbone, etc., ça veut dire quand même qu'on est regardé et qu'on est regardé de l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut tenir la promesse. Il faut tenir la promesse auprès des salariés qui sont vigilants à ce qu'on fait. Et de fait, ça fait remonter un niveau de conscience chez les dirigeants quand ils prennent des décisions, de savoir comment les choses sont accueillies, interprétées. Nous, on a eu des discussions où la perception par les salariés était au cœur de la discussion sur tel ou tel investissement. Comment ce sera perçu, comment on est capable de l'expliquer. Et le salarié, c'est quelque chose qui peut être très abstrait,
Mais avec les collectifs, quand ils se manifestent, quand ils parlent, quand ils font un manifeste, tel qu'ils l'ont fait chez EDF il n'y a pas très longtemps encore, eh bien, ça, ils prennent figure humaine et on voit à qui on s'adresse. Et ça met un peu de pression sur l'entreprise. Et puis, c'est un vivier de personnes qu'on est capable de mobiliser autour de grandes d'événements, de problématiques, de sujets qu'on veut creuser. Effectivement, on a lancé un site de conférence il n'y a pas très longtemps qui s'appelle e.co2, en gros qui pose la question à des scientifiques de tous bords, transdisciplinaires, de savoir si une croissance durable, une croissance verte est possible, parce que tout le monde parle de la croissance durable, de la croissance verte. Commencer par EDF, qui a mis dans sa raison d'être l'idée qu'il était possible de préserver la planète, le bien-être et le développement. On a évité le mot de croissance, mais enfin, c'est un pari quand même osé, et franchement, on ne sait pas le résoudre à nous seuls. Et donc, on a voulu faire intervenir des sachants, des scientifiques, pour venir nous présenter leurs travaux pour répondre à deux questions. Est-ce que le bonheur est dans la croissance, et est-ce que la croissance peut être durable? Et ils s'affrontaient sur ces questions, et on s'est dit, voilà, demandons à des salariés de l'entreprise de venir suivre l'ensemble de ces conférences et de venir ensuite nous rendre compte de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils pensent pour l'entreprise, EDF en particulier, pour l'entreprise en général. Et pour ça, on a travaillé avec Alumni Force the Planet, qui nous a aidé à constituer un collectif de 70 salariés qui ont fait ce travail autour de l'intelligence collective. Comment, juste un dernier mot avant peut-être de donner la parole à Frédéric et Quentin ou Sophie s'ils ont une interpellation, Alexandre, quelle est la perception à la fois des DRH ou des directeurs opérationnels? Comment observent-ils, comment ils s'acclimatent à ces nouveaux acteurs, comment ils travaillent avec eux, et qu'est-ce que ça change dans le mindset de l'entreprise? Ouais. Acclimatation, c'est le bon mot. Parce qu'il y a besoin de cette acclimatation. D'une certaine manière, ces collectifs leur en donnent plus qu'ils n'en demandaient à la DRH et au manager. Évidemment, les entreprises veulent de l'engagement, veulent des salariés acteurs de leur parcours, acteurs de leur formation et de manière générale acteurs. Et en même temps, on voit que c'est quelque chose qui s'affranchit des lignes hiérarchiques, qui remet en question les contours même de l'entreprise et le jeu compétitif, comme le jeu concurrentiel, comme je le disais. Donc, ça peut questionner. Je pense que le premier mouvement, c'est le questionnement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va s'arrêter à un mouvement qui va remplacer les gobelets, comme le mentionnait Quentin? Est-ce que ça va plus loin? Si c'est juste les gobelets, c'est juste les gobelets. Si ça va plus loin, ça va dans quel sens? Pourquoi faire ça? Donc, je pense qu'il y a un peu des questionnements. Mais encore une fois, nous, on avait lancé en 2018 une grande opération qui s'appelle Parlons Énergie, et qui, précisément, part du principe que l'intelligence collective nous fait globalement tous progresser. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut installer dans l'entreprise. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en contact des experts et des non-experts sur tout un tas de sujets, y compris les plus stratégiques, pour faire progresser la stratégie de l'entreprise. Et du coup, ça sort les gens de leur silo, ça leur met un pied à l'étrier de la définition de la stratégie, et c'est comme ça qu'on a lancé des vrais chantiers stratégiques de l'entreprise, tels que l'hydrogène, par exemple, qui est encalaminé dans une querelle de chapelle, d'une certaine manière, entre énergéticiens, et dont beaucoup pensaient que ce n'était pas pour EDF. Les salariés, concrètement, nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur l'hydrogène, et est-ce qu'on va y aller? Et donc, évidemment, il y avait des gens qui avaient en tête qu'il fallait faire des choses dans l'hydrogène chez EDF, mais c'est précisément ce dialogue interne dans l'entreprise entre des experts des questions énergétiques de l'hydrogène et des salariés engagés d'une manière ou d'une autre, qui est né un vrai programme stratégique. Et dans quelques semaines, je vous donne rendez-vous, on annoncera un plan hydrogène pour EDF avec des belles ambitions. Voilà, c'est ce genre de réussite finalement qu'on recherche. Maintenant, ce que je vous disais, la spontanée, le collectif doit se
finir lui-même et doit trouver son mode de fonctionnement avec la direction. Moi, je trouve que le pire cadeau qu'on pourrait faire au Rhizome chez EDF, ce serait d'essayer de l'utiliser au mieux pour l'entreprise. Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens que ça doit se passer. C'est le Rhizome qui veut apporter à l'entreprise, et donc il faut que l'entreprise soit en situation d'accueillir. Et moi, je me mets plutôt dans une situation d'accueil, d'écoute, plutôt que dans une situation de demande ou de m'en servir comme une courroie de transmission, je ne sais pas quoi. Et donc, le collectif donnera ce qu'il aura à donner à la fin, mais ça peut donner des grandes choses, j'en suis certain. Merci beaucoup, Alexandre, de ce plaidoyer pour ces nouveaux modes de collaboration, qui est aussi une nouvelle, qui montre aussi la voie pour un nouveau style de leadership et un nouveau style d'engagement de collaborateurs. Est-ce que Quentin ou Frédéric, vous avez une micro-question pour Alexandre avant qu'on passe la parole à Sophie? Je voudrais juste réagir sur le succès du travail des Ice Makers, parce que ça a été vraiment une initiative intéressante. Au début, j'avoue que je me demandais comment ça allait se terminer. Et donc, c'est ce groupe de 30 salariés d'EDF et 30 non-salariés d'EDF qui ont travaillé en intelligence collective pendant 6 mois autour d'un cycle de conférences de haut niveau avec des sachants. Et je pense qu'il y a 2 points importants pour le succès. Un, c'est qu'on a réussi à tirer tous ensemble un narratif commun et des grandes tendances. Et le deuxième point qui, pour moi, est un point de succès, c'est les controverses. Et la controverse, en particulier autour du sujet de croissance-décroissance, qui permet de sortir de sa zone de confort. Voilà, je m'arrêterai là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est fait pendant ces 6 mois, mais ça, c'est très important. Merci Frédéric. Quentin, une remarque ou une interpellation? Il y a évidemment énormément en fait, de choses qui résonnent sur ce que disait Alexandre. Et si je dois… il y a déjà le fait que le contexte joue. Si j'en tenir une, c'est le contexte joue. Le contexte de l'entreprise pour faciliter l'émergence de ces mouvements spontanés. Et en fait, ensuite, le contexte qu'on ajuste quand on voit l'émergence spontanée de ces énergies et de ces personnes qui veulent se saisir du sujet. Et c'est pour ça que nous, les collectifs, on a un pan de notre activité qui va être d'aider les collectifs de salariés à trouver les bons sujets, s'appuyer sur le retour d'expérience des autres, mener des partages d'expériences, etc. Et il y a un autre champ qui est aussi, on a vu qu'il y a des contextes plus ou moins favorables, on a vu que ça marchait très très bien quand il y avait ces espèces de relations de co-construction interdépendantes entre direction, manager, salarié, avec la bonne distance, la bonne formalisation du spontané. Et c'est aussi ça, c'est aussi un vrai sujet sur lequel on a envie de travailler, parce qu'en fait, ces mouvements, si on ne prend pas de recul, on voit tous ces mouvements émerger, et il y en a plein, ça foisonne, parce qu'on est dans un mouvement global de transition où il va falloir s'adapter, il va falloir accepter pendant 5, 10, 15, 20 ans à ce que ce soit flou. Et donc, en fait, il y a cette espèce de gestion du flou parce qu'on est dans une période globale de transition et on aimerait bien quand même trouver des leviers un peu plus concrets pour les entreprises pour gérer ce flou, parce que c'est un vrai sujet. Enfin, Alexandre le mentionnait sur la porosité, le salarié, le citoyen, le dirigeant, les entreprises, coopération, compétition, enfin, tout est en train de se transformer. Et donc, il y a un vrai sujet de comment on accompagne ce spontané, comment on lui donne un cadre sans le dévoyer. C'est passionnant. Merci Quentin. Et on voit bien qu'il y a peut-être effectivement le contexte, c'est peut-être un momentum extrêmement incroyable à la fois pour les collaborateurs, qui sont peut-être des collaborateurs idéaux maintenant, parce qu'ils sont vraiment engagés, mais parce qu'ils le sont profondément, et les directions qui peuvent s'appuyer, vraiment travailler ensemble. Donc, est-ce que c'est un momentum particulier? Je passe la main désormais à Sophie, qui va nous apporter vraiment une prise de champ beaucoup plus large sur ce qu'on a vu donc, sur le terrain de l'intérieur par les créateurs de ces mouvements, vu de l'entreprise, des directions de l'entreprise, comment c'est perçu et comment la dynamique se noue. Et peut-être Sophie va nous apporter aussi une mise en perspective complémentaire, à la fois vis-à-vis du champ de la transition écologique, peut-être par rapport à d'autres paramètres. Donc, ça serait intéressant, Sophie, que vous nous partagiez un petit peu, parce que là, on vous a demandé un exercice qui n'était pas simple, et merci d'avoir accepté. C'est que vous êtes chercheuse, vous travaillez sur le terrain, mais sur du long terme, et là, c'est une émergence, une tendance émergente. Donc, quelle est un peu votre grille de lecture et votre analyse, et puis par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à vos travaux de recherche? Et puis, qu'est-ce que ça dresse comme panorama? Quelles questions ça pose? Voilà, et quels enseignements, quels questionnements vous avez envie de partager?
Merci Marine et merci Anne-Béatrice pour l'organisation de cette conférence. Moi, je me régale depuis le début. Je trouve le sujet absolument passionnant et ma première réaction de chercheuse déjà, ce serait de dire si vous en avez la possibilité, permettez que des chercheurs en fait accompagnent les processus qui sont à l'œuvre, observent ces dispositifs que vous êtes en train d'organiser parce qu'il s'y passe des choses et que c'est important aussi de pouvoir capitaliser en fait sur ce qui est en jeu. Voilà, donc je fais un petit appel pour vous inciter à permettre à ce que des sociologues puissent suivre tout ça. Alors, quelle réaction en effet, donc moi je travaille en fait sur effectivement ces questions d'interaction entre action publique, monde militant et monde économique. Et sur les trajectoires de transition, il est clair que beaucoup du changement social qui est en jeu, en fait, procède de ces interactions essentiellement, effectivement, entre le monde militant et le monde économique. Alors, je vois qu'en plus, les acteurs eux-mêmes utilisent le mot d'activiste, donc je vais pouvoir aussi utiliser le mot activiste et militant, qui est souvent, effectivement, un mot qui n'est pas forcément bien reçu par le monde économique, mais là je vois qu'il peut l'être. Donc, je voudrais peut-être du coup dire deux mots sur ces interactions entre monde économique et monde militant et la manière dont ça s'est un petit peu organisé. Ces interactions ont toujours eu lieu. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de complètement contemporain, mais il y a eu quand même des formes d'accélération dans les années récentes, on va dire. On pourrait parler déjà de ce qui s'est passé dans les années 90, où ces interactions, elles ont été essentiellement sous l'angle de la confrontation qui a souvent été très mal vécue et qui continue de l'être, parce que cette confrontation existe aussi entre les entreprises et les activistes à travers des actions très contestataires, donc comme je le disais, qui sont accélérées à partir des années 90, des appels au boycott, du name and shame, des actions en fait qui cherchent à atteindre la réputation des entreprises et qui a donné lieu à toute une série de réponses du monde économique plutôt sous l'angle en fait de la procédure, de la mise en œuvre de régulations privées qui ont été assez importantes aussi pour structurer en interne des champs de compétences dans les entreprises. Ce qui s'est passé aussi un peu à la même période, mais plus à bas bruit, c'est ce que en sociologie des mouvements sociaux on appelle les activistes de l'intérieur, les inside activists, qui sont en fait des gens qui pouvaient porter des causes et essayer de les travailler dans l'entreprise. Donc des causes par exemple autour de la diversité, autour des droits LGBT, donc plutôt des choses d'ailleurs qui se sont passées aux États-Unis, mais des choses aussi qui sont passées en France sous l'angle de l'égalité des genres par exemple, et puis un petit peu aussi de l'environnement. Alors, ces activistes qui ne se revendiquaient jamais comme des activistes dans l'entreprise, aussi parce que ça aurait pu y être très problématique, ont beaucoup aidé à pousser un certain nombre de sujets, mettre à l'agenda ces sujets dans les entreprises, ont aussi contribué à l'intégration de compétences, finalement, créer aussi des liens entre ces mondes des entreprises et puis les organisations militantes et ont aidé aussi à la structuration après de ces fonctions qui sont aujourd'hui complètement institutionnalisées dans les entreprises avec une équipe de chercheurs pilotés par Laure Bérigny. On travaille actuellement sur les métiers autour de la vertu dans les entreprises, donc les responsables RSE, développement durable, diversité, etc. Et on voit bien comment ces fonctions aujourd'hui montent en régime et montent aussi de plus en plus haut en fait dans les espaces de décision des entreprises. C'est des choses qui sont intéressantes. Il y a eu aussi, alors j'en parlerai moins, mais il y a eu aussi dans ces interactions monde économique, monde militant, tout ce qui s'est passé autour des initiatives alternatives, de la consommation engagée, des propositions de partage, coopérative, nouveaux modèles économiques, etc., sur lesquels personnellement j'ai aussi beaucoup travaillé sur la consommation engagée, mais je vais en parler assez peu ici, mais ça a quand même
eu des effets assez fortement dans les entreprises parce que souvent les entreprises y ont vu des nouvelles niches marchandes, donc ont intégré en fait sous une forme qui n'était pas forcément celle qui était désirée d'ailleurs par les acteurs les plus militants, mais qui a permis aussi là aussi de faire monter un certain nombre de sujets dans les entreprises. Et puis, donc ça c'était plutôt à partir du début des années 2000, et puis dans les années 2010, on est sur des modes très coopératifs qui se nouent entre ces deux milieux-là, y compris avec des choses que certaines entreprises connaissent bien, qui consistent à acheter des prestations de services auprès d'ONG qui vont aussi apporter un certain nombre de compétences qui peuvent être d'ailleurs juridiques sur certains sujets, qui peuvent être du type compétences par exemple sur l'environnement, des choses qui peuvent relever des questions de mesures d'impact environnemental ou ce type de prestations. On a aussi beaucoup de choses autour de l'introduction du végétarisme, par exemple, dans l'offre de certaines entreprises qui sont dans le secteur alimentaire. Donc, on voit en fait, à travers ce panorama, ce sur quoi je veux insister, c'est vraiment les lignes de continuité. On oppose souvent ces deux mondes, monde marchand, monde économique et monde militant. Et nous, ce qu'on observe par la recherche, c'est plutôt les lignes de continuité. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que disent ces engagements de ces salariés, en fait, au sein des entreprises? Peut-être c'est intéressant de les replacer dans un contexte plus large parce qu'on a vu avec les deux organisations qui ont été présentées, hein, qui sont assez proches dans l'esprit, que ça résonne aussi avec d'autres mouvements qui se produisent peut-être plus au sein du monde étudiant lui-même. Je pense par exemple à toutes ces prises de parole publiques d'étudiants de Supaéro qui ont interpellé en fait leur industrie, l'industrie aéronautique. Voilà, quel avenir, qu'est-ce que nous, étudiants formés en fait pour travailler dans cette industrie, nous voulons attendre. De quelle façon nous questionnons en fait notre industrie. On a une prise de parole aussi récemment de polytechniciens ou d'élèves à Polytechnique plus exactement. On a une prise de parole aussi d'étudiants à AgroSup ParisTech, donc qui ont aussi interpellé on va dire leur marché du travail, les entreprises dans lesquelles ils sont et elles sont amenées à travailler. Donc toutes ces mouvements, en fait, sont extrêmement importants aujourd'hui pour donner corps finalement à ces lignes de continuité entre mobilisation collective et entreprise, sous l'angle finalement de la question de la légitimité, c'est-à-dire quelle légitimité confions-nous aux entreprises dans leur capacité à décider pour nous, et de quelle façon nous, en tant que futurs salariés ou salariés, nous voulons interroger nos entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que cette légitimité, elle tient aussi au fait que ces jeunes qui sont en études supérieures ou ces jeunes diplômés qui intègrent l'entreprise, en fait, sont directement concernés par ce qui nous attend, hein, l'urgence dont vous avez parlé tout à l'heure, doublement concernés parce que ce sont eux qui vont le vivre très, très directement et parce que ce sont eux aussi qui seront en capacité décisionnelle. Et donc, finalement, eux aussi de le prendre en charge. Et ça, c'est considérable, en fait, comme force de légitimité pour pouvoir désigner ces problèmes et désigner les responsabilités qui sont en jeu autour de ces problèmes. Voilà, nous, on va vivre ça et on veut pouvoir décider, puisque finalement la génération précédente n'a pas fait le job de ce côté-là. Nous voulons pouvoir décider en fait de ce qui nous arrive. Et ça nous incombe en tant que futurs ou déjà décideurs. Alors du coup, on voit que ces mobilisations, en fait, elles ont des modes d'action qui sont assez transversales par rapport à tout ce que j'ai dit sur ce panorama un peu historique, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve, par exemple, cette idée des inside activistes, sauf que là, on voit que la figure de l'activiste
elle est plus qu'assumée, elle est revendiquée. C'est-à-dire qu'on a le droit, dans l'entreprise, finalement, de porter une cause et de forcer l'entreprise à considérer cette cause et justement auréolée de la légitimité dont j'ai parlé. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Et du coup aussi, transversalité et continuité, parce qu'on va dépasser les fonctions dévolues à ces questions-là, c'est-à-dire que ces engagements, on les trouve portés par des salariés qui ne seront pas nécessairement dans le département RSE, dans le département développement durable. Et c'est ça, au fond, qui est intéressant. On parle beaucoup de mainstreaming de la question environnementale, par exemple, et ce mainstreaming, en fait, il nécessite à la fois des enjeux de verticalité, c'est-à-dire de faire monter très haut dans le schéma décisionnel de l'entreprise ces préoccupations-là, mais aussi en fait d'avoir cette forme horizontale de l'action qui consiste à dire si l'environnement est important, c'est pas seulement important là où on le prend en charge, c'est absolument indispensable d'arriver à le distribuer dans toutes les activités. Et c'est ça que font en fait ces mouvements-là. Donc c'est l'idée de faire évoluer l'entreprise, mais peut-être en déconfinant en fait ces enjeux-là. Et c'est extrêmement compliqué à faire. Je vais y revenir, pas que je sois trop longue toutefois. Sur les effets, pour terminer là-dessus, Marine, quand vous voulez, vous me coupez. Sur les effets, en fait, moi je voudrais insister sur les questions qui sont posées. Il y a quand même une première question qui est revenue assez fréquemment sur la question du rapport au travail et de la façon dont on veut aussi pouvoir là aussi faire valoir encore une fois ces lignes de continuité entre qui je suis en tant qu'individu, citoyen, dans ma famille, parmi mes amis, mais aussi dans ma vie professionnelle et finalement quelle place j'accorde à mon activité professionnelle dans cette trajectoire-là. Vous savez, il y a un anthropologue qui a été pas mal médiatisé, qui s'appelle David Graeber, qui a utilisé cette formule du bullshit job. Vous savez, c'est boulot de merde, hein, c'est comme ça que on le traduit, dont ne veulent plus en fait toute une série de jeunes diplômés, y compris de très grandes écoles, en disant voilà. Donc derrière le bullshit job, il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de sens. Et donc ce qu'on veut faire, ça doit avoir des objectifs. Et finalement, c'est l'idée aussi que je serai toujours plus puissant à agir à travers le monde du travail que uniquement à travers mon mode de vie. Vous savez qu'il y a tout ce discours, ce débat public sur les changements de mode de vie, hein, sur lesquels moi, en tant que sociologue, je suis souvent interpellée. On me demande ce que j'ai à dire là-dessus. Et moi, je dis que en fait, la capacité de changement, elle n'est pas du tout au niveau de notre mode de vie, le fait qu'on va prendre un vélo plutôt qu'une voiture, mais elle est dans les espaces de décision institutionnelle et parmi ceux-ci, l'entreprise a un rôle absolument majeur. Deuxième effet important, le niveau des leviers d'action, ça a bien été dit tout à l'heure, on voit les pressions extrêmement importantes que peuvent faire ces collectifs sur le monde de l'entreprise lui-même, des pressions par la réputation, donc qui ressemble à ce dont j'ai parlé, par exemple, sur la confrontation. Il est clair que quand vous avez des jeunes diplômés qui commencent à vous dire « moi, jamais je n'irai travailler chez… » je vais m'abstenir de donner un nom pour embarrasser personne, mais on peut en avoir un certain nombre en tête. Voilà, aucune entreprise n'a envie de se retrouver dans cette liste-là. Et ça, c'est extrêmement important quand même, surtout qu'on a bien vu, hein, Frédéric a cité les réseaux qui sont mentionnés. On est quand même sur du high level en termes à la fois de niveau des entreprises et niveau également des diplômes. Donc, ces enjeux de réputation ne sont pas à négliger. Il y a aussi une pression par les marchés du travail parce que de leur côté, quelle entreprise pourra dire mais c'est pas grave, moi je me passerai des polytechniciens, des mineurs, des centraliens, des HEC, des Sciences Po, bon peu importe. Voilà, quelle entreprise est capable de faire ça? Il n'y en a pas non plus. Donc on voit qu'il y a un rapport de force qui est quand même assez singulier. L'autre question, c'est la dimension collective, les réseaux.
Quentin a beaucoup insisté là-dessus et je trouve que c'est vraiment une force de ce mouvement-là, c'est finalement d'arriver à briser en fait cette dimension un peu concurrentielle. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup là dans notre travail de dire, mais vous savez, sur ces questions de RSE, développement durable, on est obligé de suspendre momentanément la question de la concurrence. Alors bon, nous, on a envie, c'est comme au poker, on a envie de voir pour vraiment s'assurer de ça. Est-ce que vraiment ces enjeux arrivent à faire tomber ces dimensions-là? J'entends en tous les cas que cette dimension transversale des collectifs, peut-être qu'effectivement, par les partages d'expériences, elle pourrait à certains moments suspendre ces aspects-là. Les aspects également importants de levier d'action, c'est une forme de vigilantisme, ça a été dit tout à l'heure, plus ou moins, pas forcément avec ce mot-là, mais interne aux entreprises, c'est-à-dire qu'effectivement, ces salariés sont extrêmement vigilants. Et ce vigilantisme interne, il est probablement beaucoup plus facile, enfin, il est plus facile en fait à gérer pour les entreprises, non pas pour les négocier et s'en passer, mais qu'un vigilantisme externe qui s'exprime aussi très fortement. Hein. Vous voyez bien tous les rapports qui peuvent sortir par les ONG. Et voilà, et ça c'est intéressant, c'est pour ça que je dis que mettez des sociologues là-dedans pour qu'on essaye de comprendre aussi, puis de travailler avec vous. Et au fond, moi, je voudrais terminer en insistant voilà, sur cette interrogation profonde du monde des affaires, mais à l'intérieur du monde des affaires, avec ces niveaux décisionnels élevés, parce qu'il ne faut pas négliger cette dimension qui est vraiment constitutive de ce mouvement. Et elle est, voilà, cette interrogation du monde des affaires qui consiste un peu à remettre au cœur ce qui est un peu aux marges. Hein, j'ai dit que la RSE, tout ça, c'était monté en niveau décisionnel, mais il y a quand même encore beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est un silo, quoi, ces affaires-là, et on les met peut-être d'une manière un peu confinée, en tous les cas. Donc, cette transversalité, cette circulation, le fait d'être très haut, d'être aux manettes, ça donne vraiment une capacité certainement intéressante à ces mouvements. Et puis, beaucoup des évolutions dépendront des réponses qui seront apportées par les entreprises. Et je crois qu'Alexandre nous a donné plein d'éléments à ce sujet. Merci beaucoup merci beaucoup Sophie pour cet éclairage sur de multiples dimensions qui prolonge l'échange et qui donne aussi à réfléchir sur à la fois les lignes de force et les lignes de continuité. Et puis, bien entendu, voilà, ce qu'on a essayé d'illustrer aujourd'hui, cette nouvelle dynamique partenariale. Juste pour le mot de la fin, je vais laisser le mot de la fin à Alexandre, Quentin et Frédéric pour cet échange, pour qu'on puisse laisser la parole à l'auditoire pour ces questions. Alexandre, peut-être, et puis Frédéric et Quentin, un peu, c'est quoi voilà, vos nouvelles frontières aussi. Et puis, Alexandre, qu'est-ce que vous attendez de plus de ces mouvements? Et puis, voilà, les mouvements, c'est quoi vos next steps, votre ambition? Et voilà, votre souhait, voilà. Juste okay. en très court pour laisser la place. En 2 mots. D'abord, je voudrais dire à Sophie qu'elle est la bienvenue chez EDF pour documenter un peu ce qu'on fait. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai cherché à le faire, j'y suis pas arrivé, donc je suis très content de partager ce floor avec elle ce soir. Et si ça peut ouvrir ça, tant mieux. Moi, il me semble, et pour rester sur notre thématique des collectifs, il me semble que la prochaine frontière, après l'émergence, ce sera le passage à l'action, comme le disait Frédéric, et puis surtout l'intégration dans l'entreprise de tout cela. J'ai beaucoup aimé ce que disait Sophie. C'est des élèves qu'il s'agit d'attirer dans l'entreprise. Ça, il y a des entreprises qui ont du mal et il y a des entreprises qui arrivent mieux. Nous, on y arrive encore bien, heureusement. La question derrière, c'est comment on les garde réveillés une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Parce que il disait, ils seront aux manettes, mais malheureusement, ils ne vont pas être aux manettes tout de suite. Et ils ont le temps de s'endormir. Et moi, je trouve que ces collectifs, c'est une manière de les garder éveillés, réveillés, et de garder au passage l'entreprise réveillée sur ces questions-là, pour le jour où ils seront aux manettes. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Quentin, Frédéric, un petit mot de la fin? Oui, bien sûr. Je suis complètement aligné avec Alexandre. Pour moi, c'est ça vraiment la frontière. C'est comment donner une pérennité à cet engagement qu'on a vu émerger de manière spontanée. Alors, même s'il y a une continuité par rapport à une approche historique, mais qu'on a vu émerger de manière spontanée en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ça tient aussi parce que des personnes décident de s'engager en plus de leur job, parce que des dirigeants ouvrent l'espace.
mais c'est pas encore pérenne. Et donc, il y a une vraie question de comment intégrer, j'aime bien ce mot, Alexandre, comment intégrer cette spontanéité et cette nouvelle manière de faire dans l'entreprise aujourd'hui. Donc ça, c'est nos next steps en tant que les collectifs, c'est un saut quantitatif en accompagnant des collectifs pour qu'il y ait plus de collectifs dans les entreprises. Et pour ça, très concrètement, on fait des promotions de nouveaux collectifs, on fait des ateliers de codev entre collectifs, on fait des séminaires, des webinaires aussi. Et il y a un saut qualitatif sur ces relations collectives, dirigeants, managers, reste de l'entreprise, où on veut aller aussi craquer ce truc-là cette année. Merci Quentin. Frédéric, mot de la fin? Oui, alors un tout petit mot, Sophie, c'est effectivement ce qu'on fait. On a quelqu'un qui nous accompagne à la fin de nos webinaires pour faire une analyse avec des questions très simples. Est-ce que vous allez contacter trois collaborateurs, etc. Parce que c'est très important d'avoir du retour sur d'expérience. Alors, le mot de la fin, c'est un mot d'optimisme. Moi, je suis fondamentalement optimiste, d'abord après avoir une discussion là-dessus avec tout le monde, et aussi parce que je pense que on a des résultats qui nous encouragent pour accompagner l'action dans la durée, comme le dit Alexandre, parce que c'est ça qui est important. Et nous, on a vu, par exemple, après avoir créé ces espaces sécurisés, quelqu'un qui a réussi à faire venir 2 personnes du COMEX dans son groupe, qui n'est pas un collectif, ce n'est pas encore un collectif, ça va le devenir bientôt, certainement, Quentin. Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est nouveau. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas, mais on avance et on avance dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup Frédéric, Quentin, Sophie, Alexandre. Merci beaucoup, c'était extrêmement riche et stimulant. J'espère que ça a suscité à la fois des questionnements pour tout à chacun dans son entreprise, l'envie évidemment de construire quelque chose, de s'engager, de co-construire, et puis de dessiner ensemble le nouveau visage aussi de l'entreprise de demain pour faire face à ces enjeux. Je vais laisser pas la parole si vous voulez bien être encore avec nous, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Je laisse la parole à Anne-Béatrice qui monitore le chat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions à partager? Alors, écoute, merci Marine. Il y avait des questions au tout début qui s'adressaient notamment au collectif en demandant s'il y avait des noms d'entreprises, des exemples d'entreprises dans lesquelles il y a des collectifs et comment on s'y prenait pour commencer un collectif. Mais je pense que il y a eu des éléments de réponse au fil de l'eau. Il y a des gens qui ont mis des liens dans le chat pour avoir plus d'informations. Je ne sais pas si Quentin, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Allez voir aussi sur le site de chacun, mais effectivement. Voilà, très rapidement, par exemple, la tribune, il y a les noms des entreprises signataires. Après, on a impulsé des démarches dans plus de 200 entreprises, donc je ne vais pas vous faire la longue liste, mais il y en a dans tout type d'entreprise. Pour créer un collectif, nous, on accompagne la création de collectifs. Donc, le plus simple à ce stade, c'est d'aller sur notre site internet lescollectifs.eco, et il y a un petit formulaire où vous pouvez dire que vous voulez créer un collectif ou que vous avez déjà un collectif, pour ensuite rentrer en contact avec la communauté. Merci beaucoup, Quentin. Il y avait aussi un certain nombre de questions un peu au fil de l'eau que je regroupe, que je reformule plutôt tant bien que mal. Alors, Alexandre a évoqué tout à l'heure la dimension poil à gratter, ébouriffée, interpellante des collaborateurs qui étaient engagés de cette manière-là. Est-ce qu'il y a comment vous diriez que ça s'incarne, et est-ce que ça s'incarne, et si oui, comment, dans la gouvernance de l'entreprise, d'une part. D'autre part, ça c'est une remarque personnelle, vous avez parlé d'acclimatation du reste de l'entreprise à ça. Je trouvais que c'était peut-être un peu édulcoré, enfin c'est une question. Je pense que les résistances, elles ont dû être, ou elles sont probablement plus féroces que ça. D'où est-ce qu'elles viennent, à votre avis, et pourquoi? Et puis une dernière question, encore une fois, c'est un peu une question à moi, c'est la sociologie de tous ces mouvements-là, finalement. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de former les iPods de l'entreprise de demain? Est-ce que ça brasse beaucoup sociologiquement, ou est-ce que c'est encore de la reproduction des élites? Et je vous le dis en toute bonne… enfin, je veux dire, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, on nous l'a assez souvent reproché.
à Sciences Po. Donc, quelle réaction ça suscite chez vous, chez Sophie, chez Quentin, Frédéric éventuellement? Peut-être commencer. C'est une très bonne question, de très bonnes questions. Alors, peut-être sur la question de la manière dont ça s'incarne dans la gouvernance de l'entreprise, la raison d'être d'EDF, je vous l'ai donnée dans ces grandes lignes, elle est une belle promesse, elle est très engageante. Et en fait, le risque du greenwashing, il est à tous les étages, à tout moment. Et il faut s'en tenir très éloigné. Et pour ça, il faut être sincère, authentique, agir et dire quand on est dedans et dire quand on est borderline avec la raison d'être. Parce qu'il y a des moments où on est borderline, parce qu'on on fait face à des injonctions contradictoires en entreprise, et pas seulement économiques, parfois aussi politiques, surtout dans une entreprise d'énergie. Et de ce point de vue, eh ben moi, typiquement, vous voyez, j'ai souhaité, et on est en train de mettre ça en place, permettre à des salariés de l'entreprise, qu'on trouvera probablement quelque part dans le collectif, je suis sûr que ça se recoupera, de venir nous exprimer dans quel cas ils trouvent qu'un projet, un projet d'investissement, on parle d'investissement, un vrai projet d'éolien en Chine ou de centrale à biomasse en Guyane, est ou n'est pas dans la raison d'être. Et on ne dit pas qu'on va leur donner le pouvoir de décider, in fine, parce qu'il ne faut pas que les dirigeants se détournent de leurs responsabilités. Mais moi, je ne me sens pas légitime à moi seul pour, dans un comité d'engagement, dire ça, c'est dans la raison d'être ou ça ne l'est pas. J'ai besoin de savoir où se trouvent les salariés. Et est-ce que finalement, des salariés trouvent que développer des panneaux photovoltaïques sur une mine qui va produire du charbon, c'est dans la raison d'être ou ça ne l'est pas? Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on sache si c'est un vrai cas, ce sont des vrais cas que je prends. Est-ce que électrifier une plateforme de forage pétrolier, c'est dans la raison d'être ou ça ne l'est pas? Est-ce que ça peut? Voilà. Est-ce que développer des systèmes microélectriques dans lesquels on met beaucoup de solaire, beaucoup de stockage à base de batteries, mais aussi des diesels d'ultime, des diesels de secours, c'est dans la raison d'être ou ça n'y est pas? Est-ce que développer des projets éoliens en Chine, dans une région où on sait que les populations vont être déplacées un peu à la chinoise, est-ce que c'est dans la raison d'être ou pas? Moi, sur toutes ces questions très pratiques qui font l'objet de décisions du COMEX, j'ai besoin de savoir d'une certaine manière, et pas que moi, le COMEX a besoin de savoir où se trouvent les salariés. Et je trouve que les collectifs sont un bon outil pour ça. Résistance plus féroce que je ne le disais, oui, bien sûr, l'acclimatation, c'est un bon mot pour les RH, je trouve. J'aurais dû parler aussi des managers opérationnels et notamment du middle management qui est dans une situation très difficile dans l'entreprise, qui est sous pression du top management pour déployer des choses et qui a les équipes, qui est en première ligne avec les équipes et qui voit aujourd'hui donc cette pression de ces équipes remonter. Donc, une espèce de squeeze là qui est très difficile à vivre pour les middle managers et avec l'idée qu'en plus ils peuvent être bypassés. Et ça rend parfois, ça donne lieu parfois à des réactions un peu vives de managers qui disent qu'est-ce que c'est que ce bazar, globalement, poliment. Voilà, c'est là qu'il faut qu'on arrive. Mais j'ai vécu ça sur les autres expériences que je mentionnais, le groupe Y, le Parlement Énergie. Enfin, c'est une très bonne question, la question des hauts potentiels. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit pris en compte, malheureusement. On a toujours un peu de mal à faire reconnaître l'engagement extra-professionnel parmi les critères de recrutement des hauts potentiels. J'espère que ça va changer. Je crois que ça peut changer, sincèrement. Je ne dirais pas que ça a déjà changé. Je ne le sais pas. Peut-être que c'est déjà le cas. Mais il se trouve qu'on vient d'adopter une nouvelle matrice de leadership. Quand on décrit le leader que l'on veut chez EDF, quel que soit, des leaders à tous les étages, mais en tout cas le manager que l'on veut chez EDF, on le décrit comme étant authentique, ouvert,
et engagé. Voilà, ce sont ces 3 grandes dimensions. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres dimensions. Et ce sont ces 3 dimensions qui sont évaluées pour justement le recrutement des hauts potentiels. Et je crois que ça peut correspondre assez largement au descriptif d'une personne qui s'engage dans un collectif. Donc, j'ose espérer que oui, on va retrouver beaucoup de gens des collectifs dans les hauts potentiels. Merci beaucoup. J'ai à peu près exploité, il y a eu beaucoup de remarques dans le chat. J'ai pas beaucoup d'autres questions en fait. Est-ce que vous en avez encore que vous souhaitez poser? Je m'adresse au public. Je voudrais revenir sur la question de la résistance parce que je pense que c'est une question qui est très importante et je partage ce que disait Alexandre. L'enjeu, ça va être le middle management et en particulier si on veut des résultats très rapides. Et souvent, on leur dit, c'est pas eux qui veulent bouger, mais en même temps, eux, ils disent, on a tout à faire. Donc, ça va être la partie la plus délicate. Et c'est peut-être eux qui ont le plus à perdre dans le processus. Et on l'a vu, nous, et c'est vrai qu'on essaie un peu de leur parler. Alors, tout à l'heure, il y a eu un commentaire sur la reproduction des élites, où on se parle entre nous, etc. Je pense que c'est des questions qu'on nous pose à nous, Alumni for the Planet. On nous dit, mais oui, mais vous parlez entre vous. Non, on ne se parle pas entre nous, on parle à un public d'abord qu'on connaît, et aussi un public qui aujourd'hui est effectivement aux manettes, middle management, et il faut absolument qu'on crée ces ponts entre les plus jeunes, qui ont compris que c'était leur avenir qui était en jeu, et les un peu plus âgés qui ont beaucoup plus à perdre à court terme, et qui à moyen terme ne voient pas forcément les enjeux. Et je crois que c'est important parce que c'est dans des postures et c'est le parti pris qu'on a pris. Je voudrais juste faire une toute petite remarque on parle des entreprises qui doivent prendre leurs responsabilités, on parle des individus qui doivent prendre leurs responsabilités, mais je pense qu'il va y avoir aussi des enjeux au niveau de l'État et cette transformation et cette transition ne pourra se faire aussi que s'il y a des règles du jeu qui sont mises en place au niveau de l'État. Et il ne faut pas qu'en disant bon, c'est les entreprises qui vont prendre la responsabilité, c'est les individus, que du coup l'État se dise ben voilà, moi je n'ai pas à faire, parce qu'il y aura des choix forts à prendre en termes d'investissement, en termes de répartition aussi, pour que la transition soit juste. Et on est loin du compte aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là. Et je vais peut-être me permettre de réagir. Merci Frédéric sur les 3 points. Je trouve c'est hyper intéressant d'ailleurs, et vos témoignages, Alexandre, Frédéric, et ces questions-là. Ce côté poil à gratter, très rapidement, je trouve qu'il faut qu'on passe d'une logique d'interpellation à une logique d'action. Et c'est un peu ce que tu disais, Frédéric, aussi. Mais à la fin, c'est plus facile d'interpeller que d'agir. Comme c'est plus facile de promouvoir une rupture que de promouvoir un changement dans la continuité. Or, en fait, si on veut avoir réussi, en fait, il faudra que les entreprises se transforment. Donc, je trouve que même dans le positionnement, c'est plus, même dans des collectifs et des dirigeants, ce n'est pas le collectif doit être le poil à gratter du dirigeant. Quand Alexandre nous dit des panneaux solaires sur une plateforme, est-ce que c'est dans la raison d'être ou pas? Ça montre bien que le but du collectif pour que ça marche, ce n'est pas d'aller dire non parce qu'il faut dire non parce que c'est les dirigeants. C'est en fait, on a une question compliquée qui nous dépasse. Comment est-ce qu'on trouve une solution? Et pour cela, on mobilise des personnes qui ont une connaissance plus fine du terrain et des membres de COMEX, etc., en créant ces ponts-là. Donc, pour la gratter, je viens plutôt faire et du coup faire ensemble. Sur l'acclimatation, ça rejoint un peu la question de l'acclimatation. S'il y a des freins, c'est parce qu'en fait, si on prend un pas de recul, et peut-être que Sophie, tu nous as en partie éclairé là-dessus, c'est parce qu'on a une transformation énorme à faire. Donc, en fait, les solutions, on ne les aura pas et on ne les aura pas pendant 5, 10, 15, 20 ans. Donc, il faut apprendre à gérer une situation où on n'a pas la solution. Et nous, on voit que les gens des collectifs, et après, ça me permettra de ratterrir sur la question des talents, ils arrivent à gérer cette dualité, en fait, même individuellement, en fait, entre ce qu'on arrive bien à faire et puis ce sur quoi on n'est pas parfait. Et aujourd'hui, on veut… il peut y avoir une tendance à mettre l'écologie dans faut être parfait ou ne rien faire. En fait, non, c'est complètement, c'est complètement au milieu en fait que ça va se jouer entre ce qu'on arrive à faire, les difficultés qu'on a et le fait que c'est complexe. En fait, c'est pas simple, c'est hyper complexe. Et nous, on pense que les gens des collectifs, ils arrivent à gérer cette complexité. Et c'est pour ça, sur la sociologie et les talents,
Alors pour nous, hein, les collectifs, enfin les personnes qui s'engagent en entreprise ont tous les attraits. Et Alexandre, la manière dont vous caractérisez le leader, ça pourrait être pareil pour le salarié ou le manager engagé. Enfin, on cherche des personnes qui peuvent penser des nouvelles choses, des personnes qui sont capables de s'engager, de prendre le petit risque, mais en même temps de pouvoir rassembler les gens plus largement dans l'entreprise. Enfin, en fait, on est en train de décrire les personnes, les talents de demain qui sont capables de gérer la complexité et qui ont compris ces sujets écologiques. Parce que par rapport au digital, là, ce n'est pas une révolution du comment, c'est une révolution du quoi, en fait, parce que ça révolutionne vraiment la manière dont les sociétés s'organisent. Et les personnes qui s'engagent aujourd'hui, elles ont déjà commencé ce chemin-là, et il faudra tous le faire. Donc, je trouve que sur la sociologie, ça doit être les talents de demain. Et il y a un vrai sujet pour les RH et pour les directions de comment les identifier en interne et comment leur donner des parcours et de leur donner un espace d'expression. Et c'est aussi une des choses qu'on a envie de faire. Voilà, je m'arrête là. C'était super intéressant comme discussion. Enfin, moi, je ressors encore plus énergisé que je ne l'étais. Merci, si tant est que c'était possible. Merci beaucoup. Je vais m'acheminer vers la conclusion pour respecter effectivement les timings, le temps de chacun. Merci beaucoup à tous les participants à l'auditoire. On regrette encore de vous avoir vu des visus. Merci infiniment à Frédéric, Quentin, Alexandre et Sophie. On a eu des très beaux échanges en amont. Ce partage aujourd'hui a été pour moi aussi extrêmement stimulant et j'espère que je suis sûre que voilà, la capacité de ce que vous avez transmis, en tout cas, de votre rôle et de ces nouvelles dynamiques a suscité aussi à chacun l'envie de contribuer. Et ce que vous dites, effectivement, c'est extrêmement riche. Ça dessine à la fois le leader de demain, ça dessine l'entreprise de demain, ça dessine être citoyen aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de poursuivre notre échange. Merci pour les interactions que ça a créées entre le monde aussi de la recherche, le monde de l'entreprise et puis les individus. Et effectivement, c'est à la fois enthousiasmant, positif et encourageant dans le monde que nous vivons. Merci absolument à tous. Merci. Merci Marine. Merci Marine. Merci Marine et bravo. Merci beaucoup. Bravo Marine, merci à toi. Et puis merci à tous. Vous devez être affamés. Donc, on va vous libérer et vous laisser retourner à vos occupations avec la tête pleine de ces échanges vraiment passionnants et fort sympathiques. Et on espère vous réaccueillir bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, merci à tous. À très bientôt. Merci à toutes et tous. Béatrice, merci. Au revoir. Au revoir.